Je vous remercie de votre présence aujourd'hui, donc à la masterclass qui s'appelle Vaccination dans tous ses états. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux conférencières de choix, donc Madame Karine Lefebvre et Madame Pardit Ravitsky, à qui je vais céder la parole, qui vont se présenter successivement. Et je vais vous demander donc à tous de couper vos micros et de lever la main si vous avez une question ou de me les transmettre dans le chat. Donc, Madame Lefebvre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir ou de vous revoir pour certains d'entre vous. Donc, je me présente rapidement. Je suis donc professeure à l'École des hautes études en santé publique à Rennes. Et c'est d'ailleurs un grand plaisir de pouvoir collaborer avec l'École de santé publique de Montréal. Collaboration qui, vous le savez bien, puisque vous êtes inscrits, en tout cas pour une partie d'entre vous, s'inscrit dans le cadre des certificats qu'on a lancés sur éthique et santé publique, éthique et big data. Mais en dehors de ce contexte particulier, c'est toujours très intéressant de pouvoir travailler avec l'outre-Atlantique et entre écoles de santé publique. Alors donc, je suis enseignante, comme je vous l'ai dit, à Rennes et Paris, et je suis aussi membre du Comité consultatif national d'éthique. J'ai été vice-présidente de 2019 à 2020. J'ai assuré la présidence par intérim du CCNE pendant la première vague Covid. Et puis vous verrez, la question de la vaccination est une question en pleine actualité dans nos travaux et en France de façon générale. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier Neila, Bryn, toutes les personnes qui étaient impliquées dans l'organisation. C'est un événement vraiment pertinent. Dans tous les pays, on se pose les mêmes questions à peu près autour de la vaccination. Mes excuses pour le fond, il y a des travaux chez moi, il y a beaucoup de bruit. Il fallait trouver un coin tranquille. C'est le signe de la pandémie, on fait ce qu'on peut. Je m'appelle Vardit Ravitsky, je suis professeure de bioéthique à l'Université de Montréal. Je préside le comité sur les impacts de la COVID-19 de la Fondation Trudeau au Canada et je suis présidente de l'Association internationale de bioéthique. Donc, je m'arrête là pour mon background pour qu'on puisse lancer le sujet. Donc, nous allons commencer par une petite présentation de Madame Ravitsky puis de Karine Lefebvre qui vont nous parler des enjeux liés à la vaccination. Puis après, on ouvrira la discussion et je vous rappelle que vous utilisez ou vous levez la main de manière virtuelle ou vous posez les questions dans le chat et je relayerai les questions au fur et à mesure. Donc, Vardit, est-ce que tu veux bien commencer sur les enjeux globaux? L'Organisation mondiale de la santé a récemment appelé à tout le monde signer une pétition pour soutenir la distribution équitable des vaccins autour du monde, même si pour chaque pays, on est en train de se poser la question comment prioriser des groupes pour les étapes de la vaccination, comme on n'a pas assez de vaccins pour immuniser tout le monde en même temps. On propose différentes catégories. C'est très intéressant d'un point de vue éthique et bien sûr d'un point de vue pragmatique à l'intérieur de nos frontières. Mais je voudrais commencer avec les enjeux qui posent, à mon avis, encore plus de défis, qui sont les enjeux au niveau global, international. Et je voulais vous proposer un scénario cauchemar. Imaginez que d'ici 2 ans, 3 ans, les pays riches ont graduellement acheté la quantité qu'il leur faut pour arriver à un niveau d'immunité du public qui est satisfaisant. Graduellement, les pays riches ont aussi développé la capacité de produire les vaccins chez eux. Donc, ils ne dépendent plus de l'achat de l'extérieur parce qu'ils ont la capacité de produire à la maison. Imaginez que les pays pauvres sont toujours à un seuil relativement bas de vaccination parce que les vaccins ont été achetés ailleurs et parce que maintenant, ils n'ont pas la capacité de produire
chez eux et donc ils dépendent de la bonne volonté de producteurs pour vendre ce qui reste. Au-delà, et puis les conséquences de ce scénario, des pays riches qui ont retourné presque complètement à une vie économique normale, les enfants sont à l'école, les gens travaillent, tandis que dans les pays qui n'ont pas cette capacité, les hôpitaux sont toujours surchargés. Imaginez au-delà de ça qu'on a institué des certificats de vaccination pour pouvoir voyager à l'étranger, que presque tous les citoyens de pays riches ont maintenant la capacité d'aller où ils veulent parce qu'ils ont ce certificat ou ce passeport de vaccination, tandis que la grande majorité des citoyens dans le pays pauvre sont piégés chez eux sans capacité de voyager parce que les lignes aériennes ne laissent pas prendre l'avion sans ce certificat de vaccin. Imaginez un monde avec ce type d'écart entre riches et pauvres. Est-ce que c'est le monde vers lequel on veut aller en ce moment? Il y avait quelques ambassadeurs aux Nations Unies qui ont fait un appel déchirant en appelant ces moments le moment de vérité de notre espèce. C'est-à-dire que l'humanité est devant l'épreuve morale de démontrer qui nous sommes. Si on va prendre ce chemin non équitable du nationalisme vaccinal, chaque pays se préoccupe de ses citoyens sans prendre en considération les autres qui ont moins de capacité. On va arriver à ce scénario que je viens d'écrire, mais c'est le moment pour nous de démontrer qu'au niveau global, on peut prendre des décisions sur la base de la solidarité, de l'équité, de la justice. C'est vraiment un moment d'épreuve. Et donc, je voulais commencer avec ce scénario-là pour diriger notre discussion aujourd'hui vers, OK, si on veut éviter cela, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Et donc, plusieurs modèles ont été proposés pour la distribution équitable et juste des vaccins au niveau global. On commence avec le modèle de l'Organisation mondiale de la santé qui propose de juste calculer la population de chaque pays et donner le chiffre sur la base de la population. Mais là, il y a des critiques qui disent il y a des pays avec beaucoup de personnes, mais la majorité est très jeune, très peu de travailleurs dans le système de santé, donc moins de décès. Donc, c'est peut-être pas égalitaire de calculer sur la base de la population, mais c'est pas équitable parce que les besoins de chaque pays sont différents. Si on considère un modèle plus nuancé qui prend en considération la composition interne de la population de chaque pays. Par exemple, combien de personnes âgées, au-delà de quoi? 75, 65, combien de personnes avec des maladies préalables qui sont plus vulnérables à la COVID? Combien de personnes qui travaillent au système de santé? Si on distribue les vaccins sur la base de la quantité des personnes vulnérables de toutes ces catégories-là dans chaque pays, les chiffres vont être très différents, mais c'est peut-être plus équitable. Là arrive le contre-argument. Quels pays ont une population âgée très grande et beaucoup de travailleurs dans le système de santé? Les pays riches, où l'espérance de vie est plus élevée, où les systèmes de santé sont bien équipés. Donc là, de nouveau, si on prend ce modèle qui est plus nuancé et plus équitable, on va de nouveau prioriser ou donner plus de vaccins aux pays riches. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Puis arrivent d'autres modèles avec encore d'autres critiques. Il ne faut pas tenir compte de l'âge parce que là, finalement, ça va aboutir à une discrimination contre les personnes âgées. Il faut juste prendre en considération la vulnérabilité tout en ignorant la question de l'âge. Donc, il y a plusieurs propositions dans la littérature bioéthique pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire une distribution globale équitable de vaccins. Mais le débat est en cours. On n'a pas encore vraiment choisi le meilleur modèle. Et au-delà de n'a pas choisi,
c'est qui va choisir? Il y a les organismes avec le pouvoir politique, il y a d'autres avec le pouvoir plus moral, et puis il y a les compagnies pharmaceutiques, les entités qui ont le pouvoir de décider à qui vendre, pour quel prix, quand et comment. Donc, pour aligner toutes ces forces, l'éthique, la politique, l'économie, il y a plusieurs forces qui sont en train de travailler dans ce domaine. Donc, je vous propose pas une réponse, je voulais juste faire un survol très, très rapide des propositions qui sont devant nous, tout en gardant à l'esprit là où on ne veut pas aller. Il y a juste l'argent qui parle et le pouvoir politique au niveau national qui va aboutir à un monde extrêmement déchiré. Alors, je m'arrête là et je passe la parole à Karine. Merci beaucoup, Vardit, pour cette très belle entrée en matière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es projeté dans l'avenir. Moi, j'ai envie de faire un petit pas en arrière, simplement pour vous dire que nous sommes donc le 9 mars, quasiment un an jour pour jour, après le premier avis qu'a rendu le Comité consultatif national d'éthique, qui avait été saisi très très vite par le ministère de la Santé, puisqu'on avait rendu notre premier avis le 13 mars 2020 sur les enjeux éthiques face au confinement, enfin face à une pandémie au départ, hein, c'était ça. Et alors, je reviens un an en arrière parce que en fait, on s'aperçoit à travers cette année que déjà un an, le rapport au temps a été vraiment tout à fait particulier, que dès le départ a été discuté, bien sûr, dans les travaux du comité d'éthique et de toutes les instances qui ont réfléchi sur les questions d'éthique, mais et même au niveau du gouvernement, du pouvoir exécutif, sur cette fameuse balance bénéfice-risque, sur ce rapport entre les libertés et les contraintes. Et en fait, ce qui est, je trouve particulièrement marquant, c'est que ces questions-là, ce rapport liberté-contrainte, il a vraiment traversé toute l'année qu'on vient de vivre. Et alors, sur notre sujet du jour choisi par Naïla, donc la vaccination anti-Covid dans tous ces états, j'ai envie de dire qu'il y a toute une palette de sentiments et qu'on retrouve aussi cette question du rapport de force, de tension qu'on vit chacun de nous de façon individuelle, mais aussi avec ses proches, mais aussi de façon collective. Donc ça, c'était la première réflexion que je voulais faire. Il y a des questions clés en fait qui subsistent, mais qui évoluent. C'est ça que je trouve très intéressant, à la fois d'ailleurs d'un point de vue éthique et juridique. Quand on parle de la liberté individuelle et collective, ben, vous savez bien qu'aujourd'hui, avec l'arrivée des vaccins qui ont donné quand même un fol espoir, même s'il y a toujours ce fond d'incertitude, ça aussi c'est un deuxième constat, il y a une incertitude latente qui a été à des degrés différents, et quand il y a un espoir, il y a toujours ce fond d'incertitude qui reste parce que, ben, vous le savez bien, notamment à travers les différents vaccins, les taux d'immunité qui varient d'un vaccin à l'autre, les études qu'on attend pour avoir des données un peu plus précises. Il y a toujours cette incertitude, mais du coup, ça interpelle notre rapport au risque. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué vendredi dernier. Vendredi, il y a une réunion donc, organisée par la ministre Brigitte Bourguignon, la ministre déléguée aux personnes âgées, notamment dans le champ de la vaccination dans les EHPAD, puisque c'est une des questions qui est la plus discutée en ce moment-là, hein. Et ce sont des questions qui vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, évoluent de mois en mois avec cette apparition des vaccins. Ce qui m'a marqué pendant cette réunion, c'est que le mot risque, il a été prononcé, c'était le mot-clé de la réunion, il a été prononcé un nombre considérable de fois, de façon assez différente selon les acteurs. Et il y avait la question de l'évaluation du risque, qui a d'ailleurs traversé les derniers mois, la question de la gestion du risque.
de l'appréciation, risque individuel versus risque collectif. Et là, je trouve que pour la première fois, il y a la question du droit au risque qui est apparue. Mais vraiment de façon assez frappante, à la fois vis-à-vis le droit de prendre des risques pour soi, mais aussi pour les autres, pour les résidents en EHPAD, pour les familles, mais aussi pour les soignants. Parce qu'un autre apport de cette réunion, ça a été la question très, très discutée de l'obligation vaccinale. Vous voyez, on revient sur cette question de liberté individuelle et collective. Une question, alors ça serait intéressant d'interroger ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais en tout cas, en France, il y a un débat très fort lié au taux de vaccination encore très faible. On va dire, on évalue aujourd'hui à peu près à 40% des professionnels de santé qui acceptent de se vacciner ou qui sont vaccinés. Bon, il faut aussi tenir compte du fait que il y en a qui souhaitent l'être et qui ne le sont pas encore, mais quand même. Et il y a un vrai enjeu, en fait, par rapport à la vocation même du professionnel de santé, qui, pour autant, assez paradoxalement, ne souhaite pas, en tout cas pour une partie d'entre eux, être vaccinés. Alors que parallèlement, dans la population générale, il y a eu beaucoup de prudence, voire de défiance au début. Je vous parlais de palette des sentiments, mais que là, pour le coup, il y a quand même une accélération où de plus en plus de Français souhaitent se faire vacciner. Et je veux pas, parce qu'il y aura sans doute beaucoup de questions là-dessus, mais ce que je peux vous dire, c'est que les questions dont va s'emparer aujourd'hui le CCNE, quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment quasiment aujourd'hui, c'est dans la poursuite du texte que je vous ai transmis, qui était l'avis de décembre, sur les enjeux liés à la politique vaccinale. Et là, on voit bien que les 3 questions clés du moment, c'est la question du rapport à la liberté, les fameux droits au risque, donc au sein des EHPAD entre les 80-85% de personnes qui sont vaccinées et qui maintenant veulent sortir du coup, ce qui paraît assez logique. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ne sont pas vaccinées? Donc, est-ce qu'on peut accepter une certaine discrimination, etc., différence de pratique entre les vaccinés et les non vaccinés? Et on voit bien là que du coup, la liberté de ceux qui veulent exercer donc leur libre arbitre, leur libre choix d'accepter ou non de se faire vacciner, elle pourrait porter atteinte à ceux qui se sont fait vacciner et souhaiteraient exercer leur liberté d'aller et venir. Hein. Donc il y a un choc en fait des libertés, une valse des libertés, on pourrait aussi qualifier les choses comme ça. La deuxième question, c'est l'obligation vaccinale des soignants dont je vous parlais. Et la troisième question, ça rejoint ce que disait Vardit tout à l'heure, c'est la question alors, on utilise dans le langage, on va dire de façon un petit peu abusive, langage courant, le passeport vaccinal. En réalité, c'est un pass sanitaire quand on l'utilise en interne. Et on pourrait se demander si finalement les résidences pour personnes âgées ne pourraient pas être un lieu d'expérimentation du pass sanitaire, notamment pour les familles qui souhaiteraient rentrer. Voilà. Donc vous voyez, là, je suis repartie un petit peu en arrière et puis je vous dis les questions d'actualité très aiguës en ce moment. En tout cas, quand on a parlé beaucoup ces derniers mois des enjeux d'acceptation, d'acceptabilité par les citoyens. Il est peut-être temps d'organiser un débat public sur ces questions, même si en France, il y a un collectif citoyen qui a été mis en place, dont on n'entend pas encore trop parler au niveau des résultats, ce qui n'est pas la même chose qu'un vaste débat public au sens général. Mais il y a l'acceptabilité par rapport à ces mesures de contrainte. Et aujourd'hui, je trouve qu'on peut aussi parler d'acceptabilité vis-à-vis du risque, c'est-à-dire accepter qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais tout l'enjeu, et je m'arrêterai là, c'est à quel niveau on place le fait d'accepter de prendre des risques. Quel taux de risque on pourrait fixer? Voilà. Est-ce qu'on peut en fixer un d'ailleurs? Je vais repasser la parole à Neila. Avant justement de vous inviter tous à poser vos questions, moi je vais poser une première question par rapport à cette obligation vaccinale. Et moi je dirais que cet imaginaire ou cette culture de l'imaginaire d'un retour à cette vie normale que l'on nous vend, excusez-moi, mais
que l'on nous vend, n'est-ce pas une forme tout simplement d'obligation? Parce que si c'est un peu, j'ai l'impression, le message que je comprends en tout cas, si vous voulez revenir à une vie normale, parce que j'aime bien cette notion de normalité auquel j'adhère pas nécessairement, ben, il faudrait vous faire vacciner. Avec une priorisation, certes, pour les personnes âgées que je comprends, mais par exemple, dans les personnes les plus exposées, moi je dirais peut-être que la caissière d'un supermarché est peut-être plus exposée qu'une infirmière qui, paradoxalement, va avoir accès à un certain degré d'hygiène. Donc, je pose 2 questions en un, certes, mais la première, est-ce que cette obligation vaccinale, on n'est pas dedans sans la nommer, sans que ça soit un décret? Vardit ou Karine? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la question de la réalité de cette liberté. Hein, est-ce que c'est pas une liberté déguisée? En fait, c'est exactement ça. Et ce que je disais sur le fait d'imposer aux familles qui entrent en établissement de montrer patte blanche, comme je dis, c'est-à-dire de montrer d'une façon ou d'une autre qu'elles sont négatives. C'est aussi leur imposer des contraintes, de dire finalement, ça serait quand même plus simple que vous soyez vaccinés parce que comme ça, ça faciliterait la vie de tout le monde, à commencer par la vôtre. Et voilà. Donc, et ça peut s'appliquer pour aller dans les bars, les restaurants, etc. Vardit, d'ailleurs, tout à l'heure, évoquait les voyages de façon plus générale. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est ce rapport à la réalité de la liberté qui est posée. Tu as raison, Naïla, de poser cette question. Neila, oui. Veux-tu que je réponde aussi ou on passe à la prochaine? J'aimerais bien parce que justement par rapport aux travaux que tu as fait avec, par exemple, moi je pense à Stanislas Birko qui travaille beaucoup sur ces notions aussi de projection imaginaire. J'aimerais bien avoir ton avis. On parle tellement de certificats, passeports, carnets, on utilise des termes que je suis absolument d'accord avec Karine, cachent une relation complexe avec la liberté. Parce que tout dépend de l'application. Les gens parlent dans les médias ou même les décideurs politiques jettent ces concepts comme si c'était un concept simple. On décide de le faire, on sait ce qu'on fait. C'est très, très loin de la réalité parce que la question est, ce certificat, cette application sur le téléphone intelligent, ça va être exigé pourquoi? Et pour moi, toutes les notions éthiques sont cachées dans le pourquoi. Pourquoi faire? Pour le voyage à l'international, d'un côté, on dit, bon, c'est raisonnable, les pays ont le droit de décider à qui donner la permission d'entrer. Les hôpitaux, on se dit, bon, c'est raisonnable, énormément de risques. Résidence pour personnes âgées, raisonnable. Mais là, ça commence d'aller vers les environnements moins risqués. Tu as nommé les supermarchés, les pharmacies, les centres commerciaux. Là, chaque pays prend une position un peu différente, mais imaginons que ça va être exigé pour sortir de chez soi, pour juste entrer le domaine public de la société. Là, imaginez qu'une infirmière aura le droit d'entrer chez vous et de physiquement forcer le vaccin. Donc, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle des limites sur la liberté individuelle, liberté d'emploi, liberté économique, liberté de mouvement et liberté dans les relations sociales qu'on a, les relations familiales. Et pour moi, il y a un risque pour justifier ces limites, plus on est dans le domaine de la violation de droits de la personne. Et on parle tout le temps d'émerger de la pandémie, sortir de la pandémie, revenir à la vie. On aime ces expressions parce que ça nous donne de l'espoir. Mais pour moi, tout ça doit être accompagné avec un retour vers une notion de droit de la personne. Parce que durant la pandémie, on a perdu énormément de liberté et c'est devenu un peu le nouveau normal. On nous dit au Québec, on ne peut pas sortir de la maison après une certaine heure le soir. On ne peut pas entrer, on ne peut pas aller, on ne peut pas voir. On est habitué maintenant d'être extrêmement limité. Mais le retour à la vie, c'est aussi le retour à la liberté. Et donc, il faut garder la proportionnalité de nos interventions d'une manière extrêmement
nuancée et limitée dans le temps. Et Merci. Vardit, pour compléter juste ce que tu viens de dire, en France, le Conseil d'État donc la plus haute juridiction administrative, vient de rendre un avis le 3 mars, donc c'est vraiment il y a quelques jours, en proscrivant en fait toute interdiction absolue de sortir. Et c'est notamment pour, voilà, pour les personnes en EHPAD, c'est ce qui est très frappant, c'est vraiment le fait de se dire, voilà, même avec 85% de vaccinés, il y a encore des directeurs d'établissement aujourd'hui qui se disent, bon, comme il reste un risque, on ne veut pas prendre de moindre risque au cas où notre responsabilité serait poursuivie, eh bien, on continue de fermer les portes. C'est vraiment j'ai envie de dire, mais c'est le propre de l'éthique, c'est la question on revient à la question du sens. Voilà, qu'est-ce qui fait sens et comment peut-on éviter de partir dans tous les sens de façon insensée? Je vais ouvrir les questions à Jean-Léopold, si tu le permets. Est-ce que tu peux poser ta question? Ok, bonjour, je m'appelle Jean-Léopold. Donc, je lisais le rapport CCNE et j'ai vu il y a une des phrases qu'on écrit qu'on ne sait pas si ces premiers vaccins réduisent la transmission. Après tout ce qu'on a dit, ma question, ce serait celle-ci. Le caractère altruiste de se faire vacciner, c'est basé sur l'assurance que on est en train de bien faire, donc la bienfaisance. Ben, étant donné que la prudence est s'abstenir de vaccins ou le doute qui en résulte, c'est basé sur le concept de s'abstenir de ne pas faire du mal, donc la non-malfaisance. Est-ce que c'est peut-être pas explicable et justifiable pour quelqu'un qui ne veut pas se faire vacciner au risque de ne pas nuire, étant donné qu'on ne sait pas exactement si ces vaccins-là vont réduire la transmission et aussi que les risques ne sont pas exactement très connus? Alors, c'est vrai quand même que depuis l'avis qui a été rendu, alors c'est très important de regarder la date parce que ça bouge tellement vite. L'avis a été rendu le 18 décembre et depuis, il y a des études qui sont quand même beaucoup plus précises et notamment, il y avait des doutes sur la question de l'immunité et de la transmission en disant bah, ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas continuer de transmettre. Il y a quand même, en tout cas, des connaissances qui permettent de dire que ça protège davantage. C'est-à-dire que si on devait réécrire l'avis du 18 décembre, on serait quand même beaucoup plus… voilà, on intégrerait ces études-là. Sur le côté altruiste, je pense notamment aux plus jeunes qui effectivement courent un risque moindre, puisqu'on dit que ce sont les plus vulnérables, même s'il y a des personnes jeunes qui ont été atteintes de formes graves, mais quand même, en proportion, ce n'est pas du tout la même chose, pas du tout le même risque. C'est vrai que la question peut se poser pour eux, même si ils se protègent eux, mais le message, et il y a un enjeu de pédagogie ici, le message, c'est qu'ils veulent protéger les tiers, leurs proches et les tiers, et bien sûr les plus vulnérables. La question de l'altruisme, elle peut aussi se poser pour des jeunes aides-soignantes. C'est très frappant de voir, par exemple, que dans les EHPAD ou les hôpitaux, le pourcentage de médecins qui sont vaccinés ou qui acceptent de se faire vacciner, je crois qu'il est de 75% ou 80%, et que les aides-soignantes est bien moindre, il doit être autour de 25-30%. Donc, est-ce que c'est aussi dû… Alors, ça peut être dû à plein de facteurs. C'est ça qui est très complexe. Et je pense que les sociologues vont s'en donner à cœur joie sur les comportements, l'étude des comportements, notamment par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur cette question d'altruisme et de bienfaisance. Et je finirai là. Ça fait référence à un avis que je cite souvent du CCNE. Alors, c'était, on va dire, à mi-chemin avant l'été, le 23 mai. C'était l'avis qu'on avait rendu à l'époque sur les enjeux éthiques lors du déconfinement. Vous voyez, on pensait que c'était bon, qu'on allait en être sorti. Et puis après, c'est reparti. Mais le titre de cet avis, c'était sur la responsabilité, la solidarité et la confiance. Donc, cette notion d'altruisme, je trouve qu'elle navigue un petit peu entre ces trois termes. Neila, est-ce que je peux suivre un peu? Oui, bien sûr. Au niveau de, j'adore le terme de la solidarité. J'aurais aimé voir ce terme à la base de toutes les politiques qui touchent à tous les enjeux liés à la COVID. Mais il y a, même si on n'est pas certain si le vaccin ralentit la transmission,
Et je suis d'accord avec Karine, les études les plus récentes nous donnent plus d'espoir, mais même si on n'est pas certain, il faut garder à l'esprit le risque de surcharge des soins intensifs, le manque des respirateurs, le fait que dans plusieurs pays, il y avait des protocoles de triage tout près au cas où on ne pourrait pas traiter tout le monde. Ça aurait été des décisions déchirantes sans précédent. Et donc, le fait de se faire vacciner est une expression de solidarité, même à ce niveau-là où éviter que je tombe gravement malade moi-même évite cette surcharge sur le système de santé et garantit que les personnes malades ont un lit, ont un accès au traitement. Donc, même si c'est juste pour protéger moi-même, il y a un aspect de solidarité impliqué dans le choix de vaccination. Là, je voulais aller avec cette notion de confiance que Karine a soulevée, parce que c'est une nouvelle question que je vois discuter partout entre le choix de mandat de vaccination ou de forcer les gens à se faire vacciner, surtout les travailleurs dans le système de santé, et l'idée d'incitation. Aux États-Unis aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui disent aux employés vaccin ou à la maison. Vous allez perdre votre emploi si vous choisissez de ne pas vous faire vacciner. Ça, c'est vraiment un mandat de vaccination. Et d'autres qui donnent $500 à chaque employé qui prend le vaccin. C'est aux États-Unis, ça, Vardit? Oui. C'est ajouté au paie du prochain mois. Donc, on paie de taxes là-dessus, mais c'est quand même pas mal d'argent. Il y a d'autres qui ont lancé des programmes d'incitation plus fun, c'est-à-dire chaque employé qui prend le vaccin, on prend une photo qu'on met sur le site web de l'hôpital ou partout dans le couloir et on donne une boîte de chocolat. Donc, on trouve plusieurs moyens pour exprimer la gratitude, pour promouvoir une campagne en faveur de la vaccination jusqu'aux incitations réelles, monétaires et importantes. Donc là, le débat éthique, vous pouvez imaginer, si c'est trop d'argent, ça va inciter les personnes qui ont moins de moyens. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est équitable? À l'infini. Mais pour moi, la tension intéressante conceptuellement est entre incitation et mandat comme deux approches. Et pour moi, l'enjeu à long terme, c'est la confiance. Les personnes qui hésitent, les personnes qui sont anti-vaccins ou les personnes qui veulent attendre encore quelques mois pour voir ce qui se passe avec les effets secondaires, comment est-ce qu'on peut arriver à les convaincre le plus vite possible? En créant des programmes de mandat ou en créant des programmes d'incitation. Et je pense, je ne suis pas sociologue et il n'y a pas encore des études empiriques sur cette question. Il y en aura, je pense. Mais pour moi, incitation contribue davantage à la confiance du public parce que ça laisse toujours le choix. Quand on force, à mon avis, on promue l'idée que c'est dangereux et donc il faut le forcer. Donc, entre ces deux modèles, j'aurais tendance à choisir le modèle d'incitation, mais c'est une question extrêmement chaude aux États-Unis. Et je pense que c'est une question qui va, en France, le contexte est unique, mais dans plusieurs pays, je pense qu'on va y arriver avec ces tensions entre mandat et incitation. Pour rebondir, excusez-moi, oui. Je voulais juste lire le commentaire de Annie Brouillette qui disait que l'autonomie et la liberté sont tributaires des options qui s'offrent donc à la personne et qui sont elles-mêmes liées aux opportunités dans la société dans laquelle elle évolue. Et compte tenu de l'absence d'autres options que celle de la vaccination, il existe donc une légitimité aux limites de l'autonomie et de la liberté même. Et la vaccination peut alors être vue comme un moyen de se redonner des opportunités et d'augmenter l'autonomie. Mais j'ai une question intéressante qui vient de France par courriel qui me dit qu'il existe déjà pour les soignants en France des obligations vaccinales. On pense notamment à l'hépatite B. Et des ordres professionnels ont parlé d'obligations éthiques de la vaccination. L'Académie vient de se prononcer pour une obligation. Je pense que c'est l'Académie de médecine pour avoir suivi un peu. Et
pour vous, donc pour Karine et Vardit, quels seraient les freins valables justement contre l'obligation de la vaccination des soignants, éthiquement? Ça, c'est une question un petit peu piège, mais… Vardit, je te laisse commencer, puis tu veux commencer? Dans le contexte des soignants, on a déjà plusieurs précédents. Même pour la grippe, il y a des établissements qui exigent, c'est-à-dire que cette idée que vacciner ou perdre l'emploi, ça existait avant la pandémie. C'est moins nouveau que exiger ça pour entrer dans un centre commercial. Donc, on peut dire que c'est beaucoup plus justifié au niveau de risque, donc la légitimité que Annie a mentionnée. Mais pour moi, il faudrait alors garantir les critères d'exception. Si je suis infirmière et que j'ai une maladie préalable qui veut dire que je ne peux pas me faire vacciner contre la COVID, est-ce que je perds mon emploi? Est-ce que je continue de me protéger avec d'équipements plus que les autres? Est-ce qu'on me donne un autre emploi? Quelles sont mes opportunités dans le cas où je ne peux pas, médicalement parlant, prendre le vaccin? Donc, des programmes d'exception, pour moi, c'est une exigence pour que ça soit légitime et juste. Vardit, on a une question d'Emmanuel en rapport avec ça, justement. Emmanuel, est-ce que tu peux… Puis après, Sarah, parce que c'est des questions qui sont en rapport. Ouais, du coup, oui, bonjour à toutes et toutes. Donc, moi, en fait, j'ai discuté du sujet dimanche, en fait, et on faisait la réflexion que les soignants qui ont un revenu, je dirais, modeste, certaines infirmières, des psychologues, actuellement ne déclarent pas tous les effets secondaires des vaccins sur la plateforme dédiée. Donc, en France, hein, là, je parle de France. Et pour ne pas avoir de préjudice matériel, ce qui rejoint ce qui vient d'être dit, par peur de la perte de salaire, des jours de carence ou aussi le risque de discrimination possible pouvant être identifié comme celui qui a des complications. Et ça interroge aussi, en fait, parce que la personne, elle est responsable, elle a un sens de la responsabilité. Et elle se dit, si je dis que j'ai eu des effets secondaires, je vais freiner l'élan vaccinal de la majorité, parce qu'elle sait que la vaccination, c'est un bienfait pour la majorité. Et du coup, il y a une tension interne, individuelle, entre ce sentiment de culpabilité et entre dire et pas dire, et agir pour le bienfait. Et donc, l'obligation vaccinale, elle va renforcer, en interrogeant cette responsabilité individuelle, elle peut renforcer, rajouter une charge mentale à un travail qui est déjà bien complet et des fois des journées, je dirais, chargées. Et donc, obligé, là, on parle en amont de l'obligation, mais en fait, on voit déjà que tout n'est pas fait correctement pour le bienfait, parce que si les effets secondaires, en fait, il y a une condition qui a été dit au CSNE là, du mois de décembre, là, Madame Lefebvre, c'était une des conditions, c'était que les effets secondaires devaient être déclarés et qu'il fallait bien veiller, fallait qu'il y ait une veille sanitaire à ce que tout le monde déclare correctement les effets secondaires de façon à être réactif pour pouvoir intervenir sur les vaccinations et les précautions, les préconisations, et puis aussi avoir cette veille sur les nouveaux vaccins. Et là, on parle d'obligation alors qu'on ne parle pas de la veille sanitaire, en fait. Et ça, les soignants sont globalement quand même, c'est très rare, quelqu'un qui n'a pas le sens de la responsabilité. Et le principe de responsabilité est éthiquement chez tout professionnel, enfin, en majorité. Et moi, je poserais la question. Donc, elle va pouvoir répondre. Voilà. À Karine, est-ce que la responsabilité peut tout, individuel versus collectif, peut tout expliquer? Je ne suis pas sûre. Je vais poser la question à Karine. Merci pour toutes ces questions. Alors, j'ai pris quelques notes et j'ai envie de revenir juste sur une phrase de Vardit qui disait tout à l'heure
que parmi les pistes qui avaient été faites, notamment, tu citais les États-Unis, il y avait l'interdiction de travailler, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas vacciné, vous restez chez vous. Sauf que je sais qu'en France, la question est souvent soulevée et en fait, elle est plutôt soulevée du fait qu'il n'y a pas suffisamment de personnel, qu'il y a un manque cruel, notamment dans les EHPAD et pour le coup, très vite, ça se heurterait. Voilà, je pense que c'est complètement impossible d'imaginer ça. J'ai participé hier, et ça va permettre de répondre au fur et à mesure aux questions qui sont posées, à un comité d'éthique au niveau du territoire de Rennes, là, la ville où j'habite. Et en fait, pour expliquer cette question du refus des soignants, un médecin qui faisait partie du comité disait, mais qui ressentait une très grande lassitude des professionnels qui ont été érigés en héros pendant de longs mois, avec les applaudissements, etc. Et puis, il y a ce poids très fort et finalement, il se demandait si c'était pas quelque part une certaine forme pour certains, de rébellion. Ça a été une discussion tout à fait intéressante. En tout cas, on cherche à comprendre les causes. Ce qui m'interpelle aussi, c'est les possibles tensions sociales. Et ça, on l'avait souligné toujours dans cet avis du 23 mai, là, sur responsabilité, solidarité, confiance, les tensions sociales qui pourraient sans doute être exacerbées si ces pourcentages très faibles, en tout cas encore trop faibles, des soignants perduraient. Imaginez la population générale ou même les familles qui viennent visiter, à qui on impose donc, ou en tout cas on exerce une contrainte très forte sur la vaccination et des contraintes par rapport à leur liberté, et puis qui dirait finalement les soignants qui sont au chevet des plus fragiles, pour beaucoup, ils ne se font pas vacciner. Et donc, ça rejoint la question que vous avez posée. Est-ce que ce n'est pas une certaine forme d'irresponsabilité quelque part? Moi, je suis vraiment très sensible à cet argument de devoir apaiser les tensions et du coup de cette solidarité de tout un chacun et de cette confiance. C'est vrai, vous avez raison sur la question de la veille sanitaire. On n'en parle pas beaucoup, en fait, de cet argument-là. On devrait sans doute le reprendre. Et pour finir, vous avez peut-être entendu, je trouve que c'est très marquant aussi en termes de, de méthode ou de discours politique, le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui annonce de façon très claire, voilà, on va renforcer cette politique d'incitation. Donc, il a envoyé une lettre. Alors, je ne sais pas si au Québec, ça s'est aussi produit comme ça, mais en tout cas, notre ministre, il a envoyé une lettre en tout cas, il a rendu public une lettre aux soignants pour faire un appel à cette responsabilité de chacun et à cette solidarité, à cette question d'éthique. Je ne sais plus combien ils sont, 7 je crois, enfin en tout cas tous les ordres professionnels se sont mobilisés d'une seule voix pour dire il faut, pour se prononcer pour l'obligation vaccinale. Et là où je rejoins Vardit, c'est qu'à cette réunion, donc cette dernière réunion avec la ministre, vendredi dernier, j'avais l'impression d'être un peu seule à défendre en fait ce fait que c'était pas si évident que ça de devoir imposer à tout le monde cette obligation vaccinale et que d'un point de vue juridique et éthique, ça posait quand même une question absolument fondamentale de libre arbitre. Et là, je me suis dit, mais j'avais l'impression d'être un peu à contre-courant. Alors, je ne sais pas qui a raison ou qui a tort, mais c'était très interpellant. Et je finis juste, le ministre de la Santé disant si ça ne suffit pas, cette lettre aux soignants, eh bien, on saisira le comité consultatif national d'éthique, qui n'est pas une solution miracle, mais en tout cas, on voit à nouveau qu'il y a un appel à cette réflexion, à ces repères éthiques, d'interpeller. En fait, la question, c'est la question qui va nous être posée ou qu'on se pose déjà en autosaisine, c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette question d'obligation vaccinale? Vardit, je ne sais pas si tu veux réagir à cette question de vigie, mais ça rejoint aussi une autre question deux questions qui ont été posées dans le chat, notamment par rapport à ne serait-ce que la priorisation de l'allocation vaccinale qui doit être déployée de façon identique et équitable à travers la communauté mondiale, mais également
justement le fait que même en France, l'enjeu d'équité et d'inégalité sociale, comment est-il pris en compte? C'est-à-dire vraiment du point de vue global et ça. Puis il y a une question de Sarah qui permettra, je pense, d'orienter le débat éthique. Sarah, est-ce que tu veux la poser? Oui, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Sarah, je suis à Nantes, en France. Il y a un terme qui m'a interpellée dans le communiqué du CCNE que vous nous avez fait parvenir, c'est la notion d'éthique d'exception. Alors, je me suis un peu posé la question sur ce terme-là, dans le sens où à quoi il pouvait faire référence. Est-ce que ça, j'ai pu lire un peu le CCNE, l'avis 106, qui correspondait en fait un peu à une hiérarchisation des valeurs éthiques. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'une éthique d'exception, est-ce toujours de l'éthique si on hiérarchise les valeurs? Et pour revenir à une réponse qui a été faite sur l'acceptabilité du vaccin. Je voulais rebondir aussi en faisant un peu le parallèle avec, en France, avec l'acceptabilité du respect des gestes barrières. On a pu voir que le respect, que ce soit le port du masque ou les distanciations sociales, tous ces gestes-là et mesures n'étaient pas forcément respectés par les Français, mais du coup, cela pose un peu une question sur comment les informations ont été transmises. On repense au début de l'année dernière où on nous disait aux informations le masque n'est pas obligatoire, le masque ne sert à rien. Et au final, 3 mois plus tard, on nous dit l'inverse. Donc, j'ai bien aimé le fait que cette problématique-là soit mise en exergue dans le communiqué du CCNE en montrant du coup l'importance de la transmission d'informations claires et compréhensibles par tous. Et du coup, on rebondit sur ces notions d'inégalité sociale. Voilà. Bon, merci. Je vais commencer par cette deuxième question, parce que en décembre, on a fait que répéter, alors en décembre sur la vaccination, on a fait que répéter ce qu'on avait déjà dit de façon très ferme et claire, me semble-t-il, même s'il y a toujours des choses à parfaire, mais au mois de mai, sur cette question de la transparence de l'information. Parce que c'était justement cette espèce de brouillon d'informations, en tout cas de sentiments d'information parfois avérés et complètement contradictoires, y compris d'ailleurs dans le discours politique, hein, qui fait que ça ralentit justement les chances de créer une cohésion, voilà, et qu'on se serre les coudes, voilà, c'est au sens propre comme au sens figuré, puisqu'on se touche le coude pour dire bonjour, mais cette notion de serrer les coudes, je la trouve très importante. Sur la question de l'éthique d'exception, je dirais que c'est plus une éthique en période d'exception. Alors, j'ai 2 idées en tête, c'est-à-dire qu'on a beaucoup discuté au sein même du plénier du CCNE. Donc, je vous rappelle, nous sommes 40 d'origine, d'horizons très différents, et on était dans une période exceptionnelle, une situation exceptionnelle, de devoir réagir et produire des avis, des contributions dans des temps extrêmement restreints par rapport à d'habitude, hein. Ça, c'était déjà une situation exceptionnelle. Et d'ailleurs, on se disait, mais est-ce que c'est le rôle du CCNE, qui est une instance indépendante, de répondre tout de suite, de façon obligatoire aux saisines du ministre, etc. Et on était quand même une grande partie à dire, mais on peut être indépendant et puis être très pragmatique, et justement dans cette situation exceptionnelle, rappeler les principes éthiques fondamentaux, ce qui n'est pas une éthique d'exception par ailleurs. Vous voyez, on a plus insisté à mon sens sur les principes, vraiment ce maintien, quelles que soient les circonstances, des principes éthiques et des valeurs fondamentales, le principe de la dignité, le principe du maintien du lien social, des relations humaines, très fort dans la vie sur le confinement du 30 mars, et qui revient aujourd'hui comme un boomerang avec cette question de la vaccination. Voilà, donc c'est davantage une éthique réfléchie dans une situation exceptionnelle qu'une éthique d'exception, pour répondre à votre question. Vardit, voudrais-tu rebondir par rapport à l'éthique d'exception, ou je passe la parole à quelqu'un d'autre? Oh, Karine a tellement bien répondu, on peut prendre une autre question. D'accord. Je vais demander à Sabine alors de poser sa question.
juste le micro. Ouais. Oui, oui, bonjour. Sabine Polo, je suis directrice de plusieurs établissements pour personnes âgées. Donc, je voudrais revenir sur ce qui a été dit un petit peu auparavant par rapport à la vaccination en établissement médico-social. Donc, depuis 10 jours, on est quand même un petit peu assailli par beaucoup de recommandations. Donc, le 2 mars, on a eu plusieurs fédérations qui ont fait un communiqué de presse pour demander une réouverture un petit peu des établissements médico-sociaux. Le lendemain, le Conseil d'État invalidait la décision d'interdiction des sorties des résidents d'établissements médico-sociaux. Le lendemain, Madame Bourguignon s'exprimait sur cet avis et informait qu'elle allait réunir un comité d'éthique vendredi. Nous n'avons toujours pas eu de retour par rapport à ce comité d'éthique, mais par contre, on a eu des recommandations nationales qui nous demandaient de prendre de nouvelles mesures et entre autres d'autoriser les sorties des résidents vaccinés, mais d'interdire les sorties des résidents qui n'étaient pas vaccinés. Donc, une nouvelle fois, on nous donne des recommandations, bien sûr en nous disant que c'est quand même le directeur qui décide, hein, comme ça, voilà. On a une nouvelle fois, enfin moi je pense qu'une nouvelle fois, on exige certaines choses des résidents qui sont en établissement médico-social, qu'on n'exige pas de la population, du reste de la population. Alors effectivement, on est dans de la collectivité, mais on a aujourd'hui quasiment 80 à 90% des résidents qui sont vaccinés, ce qui n'est pas le cas de la population classique et qui peut, alors dans la population, il y a aussi des personnes âgées, il y a des personnes vulnérables qui peuvent aller et venir voir leurs enfants, leurs petits-enfants, qui peuvent être contaminés par le virus. Voilà. Et nous, on nous demande de nous positionner. C'est difficile. Moi, j'ai demandé une réunion du comité d'éthique parce que, effectivement, je pense que ce n'est pas une décision qu'un directeur peut prendre seul. Bonjour Sabine. Bonjour Karine. Alors, c'est la première chose en fait que j'allais dire, mais vous avez fini par là. C'est-à-dire que sans doute que le premier conseil, c'est de surtout pas rester isolé. Alors, deux choses. Effectivement, ce réflexe, et d'ailleurs, les recommandations du cabinet de la ministre sont émanantes, enfin, voilà, du cabinet ministériel sont assez claires là-dessus. Et les travaux de Fabrice Euxil sur les repères éthiques en EHPAD vont dans le même sens. C'est ne pas rester isolé, ça veut dire d'abord solliciter d'une façon ou d'une autre une réflexion éthique, donc soit au sein de l'établissement, soit solliciter les cellules éthiques au niveau régional et les espaces régionaux en animent de façon assez vraiment très intéressante. Mais aussi solliciter, interpeller la démocratie en santé, c'est-à-dire les CVS et les résidents et les familles. Ça, c'est vraiment un conseil que je répète à chaque fois, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lésiner quelque part sur, effectivement, ça prend du temps, mais prendre ce temps de façon régulière d'un webinaire avec les familles où elles puissent se connecter et entendre, et pas uniquement le CVS, ça participe justement à cette meilleure compréhension, à apaiser les tensions, à mieux comprendre pourquoi, effectivement, il y a une période transitoire, il y a un peu plus de contraintes ou au contraire, on va réouvrir. Il y a besoin de cette traçabilité, d'être compris. Parce qu'il y a c'est pas simplement une mécompréhension des familles, c'est un vrai ras-le-bol, en tout cas dans beaucoup d'établissements et d'associations de familles. Quand je parle de tension, vraiment, je suis très frappée par ça. Donc oui, sur la question de la responsabilité, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de la charge, hein, on peut dire ça, qui pose sur vos épaules. Ne restez pas seul. Et puis, ayez en tête en tout cas vraiment la recommandation qu'on a écrite à plusieurs reprises, comment faire pour maximum préserver cette liberté.
en prenant parfois, et certains directeurs le font, leur distance avec des recommandations, prescriptions, on va dire, très, très dures, très contraignantes d'ARS. C'est vraiment la discussion en interne avec les médecins, les équipes, les principaux intéressés qui vont permettre d'avancer. Je complète enfin avec ce que vous avez dit tout à l'heure, Sabine, sur l'intervention des fédérations. C'est un geste très fort que cette fédération de directeurs d'établissement, mais aussi le France Asso Santé, hein, donc les usagers aussi se sont mobilisés, du public, du privé, donc comme un seul homme ou comme une seule femme, c'était hier la Journée internationale des femmes. Bon, alors en tout cas, d'une seule voix, se sont mobilisés pour pousser un cri d'alerte, hein, sur cette nécessaire ouverture. Et alors, vous avez raison, il y a le Conseil d'État, donc le 2 mars, qui s'est prononcé en disant stop aux accès à la disproportion. Mais il y a aussi un jour ou 2 jours après, le Haut Conseil de la santé publique qui dit OK, il faut ouvrir, mais surtout pas tout de suite. Donc, je comprends, hein, que ça soit extrêmement déstabilisant. Et l'intérêt de la réflexion éthique, c'est ce fameux repère de dire ne perdons pas notre fil rouge. Voilà. Et le fil rouge, c'est la santé aussi mentale de ces personnes qui, en plus, courent un risque quand même bien moindre depuis qu'elles sont largement vaccinées. Pardon d'avoir été trop longue. Non, non, pas du tout. Mais moi, ça me permet de poser une question à Vardit, en fait, parce que, et je resitue aussi pour les personnes qui sont en France, c'est qu'il y a 2 jours, il me semble, au Québec, contre l'avis du Premier ministre fédéral et du ministre de la Santé fédéral, le Québec a autorisé, je vais shifter un peu le débat vers justement la multitude aussi de vaccins. C'est qu'on parle de vaccins, mais c'est aussi un autre enjeu qui est plus pharmaceutique, j'allais dire, entre plusieurs compagnies. Et actuellement, le Canada donc avait l'autorisation pour l'utilisation du Moderna et du Pfizer-BioNTech. Et puis, je ne parlerai pas du Moderna et de la fuite des cerveaux de France parce qu'on a bien vu ce qui s'était passé. On pourra dans un autre débat. Mais aussi, il y a celui d'AstraZeneca, donc qui serait, parlons au conditionnel, disons, efficace à 75% pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Et il y a 2 jours, le Premier ministre au Québec a donc accordé l'utilisation du vaccin de AstraZeneca pour les personnes âgées, alors qu'il aurait une efficacité moindre. Donc, on a 3 vaccins, et puis là, on tombe un peu dans de la mode, excusez-moi, mais c'est pour faire la petite blague, c'est vrai, j'ai reçu lequel je vais recevoir, avec au Québec l'exception qui est l'utilisation d'un vaccin potentiellement moins efficace. Donc, Vardit, c'est quoi l'enjeu vraiment avec cette acceptation, puisqu'on est les seuls actuellement à avoir accepté ce vaccin? Enfin, les seuls, pour les plus de 65 ans. Oui, quand je l'ai vu, je me suis dit, si c'est dangereux, il y a un enjeu éthique clair, mais c'est vraiment une question plus pharmacologique, une question de où on est avec les données probantes et surtout l'enjeu éthique est quand on prend une décision politique, comment et donc de quelle façon est-ce qu'on prend en considération l'avis des experts et les données probantes à ce moment-là, parce que comme Karine a dit, les choses changent, comme la madame a dit, pas de masque, oui, masque. Aujourd'hui, ça marche bien pour cette population, demain, ça marche mieux pour une autre. On est en pleine évolution des données probantes sur tous les aspects, pas seulement les vaccins. Donc, c'est vraiment une question plus pharmacologique et ça devient plus éthique au niveau de la décision politique. Parfois, on a envie de pousser trop vite pour avoir un grand succès. On a vu ça avec Trump qui a dit avant l'élection sans arrêt que tout va être résolu avant son nouvelle élection. Et là, ça brise bien sûr la confiance du public quand on a l'impression que les décisions sont prises sur une base politique et non pas sur une base épidémiologique ou données probantes. Donc, je ne sais pas quoi te dire, Néla, au niveau pharmacologique, mais ce que tu as nommé comme blague est une réalité. Dans quelques endroits aux États-Unis, dès qu'il y avait plus qu'un vaccin autorisé
approuvés et disponibles, il y avait des gens qui disaient, moi, je veux choisir lequel je vais avoir. Donc, ce n'était pas du tout une blague. Parfois, il y avait en effet 2 ou 3 disponibles dans le même établissement et les gens voulaient choisir sur la base de leur lecture individuelle des données communiquées par les compagnies. Et en effet, il y avait un débat autour de ça, parce que les États-Unis, c'est vraiment un autre niveau d'autonomie ou de liberté individuelle qui est attendu. Moi, je pense que ça va s'étendre parce qu'ils vont ouvrir la vaccination aux pharmacies en France et au Québec. Et le fait est, c'est que personnellement, je me suis posé la question, est-ce qu'on aura le choix en allant à la pharmacie? Je ne parle pas des centres de vaccination qui sont créés dans les villes, mais est-ce qu'on aura le choix de dire c'est quel vaccin que vous donnez? Parce que dans ce cas-là, effectivement, peut-être qu'on choisira, on fera nous-mêmes un choix, peut-être pas éclairé, mais on le fera peut-être. Puis, je vais vous poser la question à toutes les deux, mais Vardit puis à Karine, mais le taux de vaccination même, et on le voit au Québec et en France, on parle beaucoup de la vaccination, de l'obligation, de la priorisation, mais mon côté éthique organisationnelle ressortant un petit peu, on voit bien aussi que ça nécessite des plateaux techniques, ça nécessite des injecteurs, et puis pour toutes les personnes présentes ici au Québec, ils ont mis en place une plateforme Je contribue qui a ouvert la possibilité d'être injecteur pour la vaccination à un ensemble de professions, ambulanciers, vétérinaires et toute personne sage-femme, toute personne ayant une capacité à injecter, qui montre bien qu'il y a pour pouvoir vacciner en masse rapidement, contrairement à justement Israël, je te pose la question en tant que présidente de la Société internationale de bioéthique, puisque Israël étant l'exemple où ils ont mis en place et ils ont mis des moyens et la tranche de plus de 75 ans a été largement vaccinée avec de très bons résultats d'après ce qu'ils sont en train de publier actuellement. Mais nous, ici au Québec et aussi en France, comment on pourrait réellement dire est-ce qu'on va être capable d'absorber et quand est-ce qu'on va être capable de vacciner? En prenant comme exemple que si un soignant appelle aujourd'hui, il a un délai de 2 à 3 semaines pour se faire vacciner aussi au Québec. Karine, tu veux aller en premier avec la France? Pour l'instant, la question du choix est illusoire, puisque même si les pharmaciens désormais peuvent faire le vaccin, et tout le monde court, enfin tous ces professionnels courent après les doses et doivent sélectionner leur. C'est plus la question du choix des patients qui se pose que la question du vaccin pour l'instant. Mais on va y venir, où effectivement il y aura ce fameux accès. C'est le libre arbitre appliqué jusqu'au bout. Est-ce que tu peux répéter ta deuxième question, Naïla, s'il te plaît? Oui, c'est par rapport justement à l'organisation, parce qu'on parle de vaccination, etc., mais en réalité, il y a aussi ce frein qui est l'organisation et de pouvoir injecter et donner les vaccins, avec aussi la fameuse polémique qu'il y a eu en France de est-ce qu'on est capable de tirer une 6e dose de Pfizer-BioNTech? Je vous donne juste ça comme peut-être même 7, me dit Sabine, mais je vous donne juste ça qu'il faut aussi connaître le coût d'une seringue à vide aussi si on devait utiliser une seringue à vide, donc augmentant le coût de manière exponentielle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incertitude, si je peux jouer sur les mots, totale sur le fait de savoir à quel moment la grosse majorité des Français auront un réel accès à ce vaccin. Mais on voit bien dans la communication politique qu'il y a… Alors, en ce moment, en tout cas, ces derniers jours, la communication a été rassurer justement sur l'efficacité de l'AstraZeneca. Ça, c'est y compris au niveau de la parole présidentielle, parce qu'à un moment, il avait émis des doutes. Donc, Alain Fischer, qui est le coordonnateur de ce comité d'orientation sur la stratégie vaccinale, voilà, il se mouille dans tous les sens du terme pour dire que si, il est efficace.
il y a une communication très forte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en région, enfin, je suis un petit peu sur Twitter, il y a plein d'exemples sur un taux extrêmement fort de vaccination ce week-end où on rappelle des médecins qui sont en retraite ou d'autres professionnels de santé. Donc ça, c'est voilà. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce qui est présenté comme des polémiques, mais peut-être qui sont de vraiment court terme sur le fait que là, puisque les pharmaciens peuvent vacciner, du coup, les doses ont dû être réparties et les médecins ont eu moins de vaccins. Bon, pour moi, c'est un peu, si je peux me permettre ce jeu de mots, un peu des polémiques un peu stériles ou en tout cas de vraiment très court terme. Je pense que ça va se rétablir. Mais voilà, vous voyez, tout à l'heure, je parlais des tensions famille professionnelle, résidents. Là, ce sont des tensions qui pourraient se créer entre professionnels eux-mêmes. Bon, voilà, donc il faut être patient. C'est tout ce qu'on peut dire. Vardit, je voulais ajouter, bon, encore logistique, c'est moi le domaine des bioéthiciens, mais en tant que citoyenne d'Israël que je suis et ayant suivi de près la campagne de vaccination, parce que, bon, maintenant c'est 5 millions de personnes au-delà, jusqu'à l'âge de 16 ans, la grande majorité est vaccinée. L'attitude que j'ai vue sur le terrain était d'une grande urgence. C'était pas, bon, on va planifier, on va tout mettre. Non, c'était maintenant, tout de suite. On ouvre dans les centres sportifs des cliniques ad hoc qui vont opérer jusqu'à minuit ou toute la nuit, 7 jours par semaine. C'était sans arrêt, c'était partout, c'était accès hallucinant avec un sentiment d'urgence que c'est le vaccin qui va nous permettre de sortir. Et donc, on met toutes les ressources dedans. Et je n'ai pas vu ça au Canada du tout. Peut-être que ça rejoint ce qu'a dit Sarah plutôt avec l'éthique de l'exception. Et il y a beaucoup de débats qui reprennent par rapport à la vaccination des personnes âgées et le fait qu'elles soient un peu isolées, mais aussi avec une ouverture plus globale. Donc, peut-être Vardit pourra nous aider, de Jean-Léopold, qui dit que justement, de la même manière qu'on empêche les personnes vaccinées, 85% étant vaccinées dans les EHPAD, soit CHSLD, mais on les empêche de sortir parce que 10% ne sont pas vaccinés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans le scénario du chaos décrit par Vardit, je le lis, qu'il y ait cette inégalité justement entre les différents pays riches potentiellement et pays pauvres, que justement le fait est que certains voyages ou certaines relations disons individuels soient bloqués parce qu'ils ne sont pas vaccinés, parce que ces personnes ne seraient pas vaccinées. En tout cas, sur la question de la solidarité, nous, on l'avait étudié donc avant l'été, mais uniquement en termes de solidarité interne. C'est vrai qu'on n'avait pas été sur le niveau international, peut-être tout simplement et naturellement parce que on avait déjà nos propres urgences à gérer, mais c'est une je pense qu'on va l'aborder dans une réflexion de fond que l'on a commencé au CCNE sur les questions d'éthique et de santé publique. Il y a un groupe de travail qui s'est créé il y a quelques semaines et qui est parti du constat que finalement, justement parce qu'on avait tout mis sur le médical, l'urgence sanitaire, etc., on en avait oublié de se poser ces questions d'identifier toutes les vulnérabilités possibles et pas uniquement les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, tous les contextes de vulnérabilité, ce qui couvre aussi la question des migrants et ce qui couvre aussi plus loin cette question de la solidarité internationale. Néla, sur cette question de vulnérabilité, il faut garder à l'esprit que les pays qui ont moins de moyens d'acheter les vaccins sont les pays qui ont moins de moyens pour avoir un système de santé qui peut répondre aux besoins de la pandémie. Donc, c'est comme une double pénalisation des plus vulnérables. Parce que d'emblée, dans un monde sans pression politique, il faudrait donner tous les vaccins. D'abord aux pays qui ont moins de moyens traités et juste après arriver chez nous.
Donc, c'est un peu à l'envers si on regarde vraiment la vulnérabilité. Mais c'est caractéristique de toutes les étapes et tous les aspects de la pandémie. Si on pense à l'isolement, confinement au début, qui a souffert le plus? Les personnes qui ont de petites maisons, qui vivent tous ensemble, pour lesquelles c'était le plus difficile. Après, on parle de travailleurs essentiels. Les moins payés devaient prendre plus de risques. Maintenant, on parle de forcer la vaccination, sinon on perd l'emploi. C'est qui va souffrir de cette perte d'emploi? Ce n'est pas les profs qui enseignent de la maison. Ce n'est pas le high-tech qui, depuis des mois, travaille chez eux sans aucun problème. C'est de nouveau, chaque fois qu'il y a un moyen de santé publique, c'est le plus difficile, c'est un fardeau plus grave sur le plus vulnérable. Et ça, même sans considérer le fait que les conséquences les plus néfastes du virus eux-mêmes étaient pour les plus vulnérables. Donc, c'est comme une pandémie qui a été faite pour exacerber les inéquités, pour toujours mettre le fardeau et pénaliser les plus marginalisés, les plus pauvres, ceux qui ont le moins de capacité de faire face à ces défis. Et c'est pour ça que les termes de solidarité, le terme d'équité, il ne faut pas que ça reste juste des concepts. Il faut garder à l'esprit que si on continue de juste regarder efficacité et au niveau national, on va vraiment, il y aura toutes des nations qui vont payer avec la vie de leurs citoyens. Ce n'est pas seulement une question de qualité de vie ou de retour à la normale. Ça va vraiment continuer d'être question de vie et mort. Donc, je fais cet appel à prendre la solidarité sérieusement. Je vais résumer un petit peu également ce qui s'est passé dans le chat parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment par rapport à justement ces inégalités sociales du point de vue justement d'un gradient national vers l'international et de respect de cette notion d'équité qui paraît importante pour les intervenants. Mais moi, je voudrais poser une question qui a été posée un peu plus tôt par rapport justement à cette notion de consentement. Moi, je vais sortir de l'obligation vaccinale, mais vraiment de ce consentement, parce que moi, je vais faire une petite remarque. Est-ce qu'on va vraiment consentir à ce vaccin, quel qu'il soit, notamment avec les personnes en EHPAD, parce que, en fait, j'ai vu le mot coercition à plusieurs reprises. Mais la coercition est simple. Je prends les personnes âgées en EHPAD dont a parlé Sabine et Lucie. Si on me dit, si tu te fais vacciner, tu sors de l'EHPAD et tu as le droit d'avoir une vie sociale, parlons comme ça, moi je me dis, OK, quand est-ce que je me fais vacciner? Donc, juste de cette notion-là de coercition ou pas, est-ce que, Vardit, comme tu l'as dit tantôt, puisqu'on le prendrait comme une situation d'urgence, est-ce que ce consentement, doit-on réellement le prendre en compte ou puis on pourrait faire comme dans les vraies situations d'urgence, le consentement n'a aucune importance? Ou a-t-il une importance? Je ne sais pas. Je vous pose la question. A-t-il réellement une importance, ce consentement? Vardit, je te laisse commencer, je compléterai. Ma réponse est simple, oui. On parle de l'intégrité physique, on parle d'un acte intrusif, on parle d'un acte qui est très sécuritaire, mais quand même porte certains risques. Il n'y a aucune justification, à mon avis, et aucune légitimité de vacciner les gens, âgés ou non, sans consentement. Alors, je te rejoins bien sûr, sauf qu'en pratique, la question n'est pas si simple que ça et je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus, ou en tout cas, ça peut s'expliquer souvent par méconnaissance, mais je vous donnerai juste l'exemple presque caricatural, tellement il a été assez voilà, c'est une sorte de vague j'utilise à bon escient, si on peut dire ce terme, une autre forme de vague, mais vis-à-vis des demandes qui ont été envoyées au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et je vois que Sylvie Moinon-Châtaignier, avec qui je travaille sur ces questions-là, est connectée. Coucou Sylvie.
Et en fait, il y a eu ce réflexe des directeurs, des soignants, hein, de se dire, bon, une fois que les personnes sont placées sous mesure de protection, hop, il y a un tuteur, donc allez, on envoie X demandes de consentement à la vaccination, et vous voyez, donc à ces représentants légaux, sauf qu'on en oublie ce fameux réflexe absolument indispensable de se dire, bon, telle ou telle personne, est-ce qu'elle est en capacité elle-même d'exprimer un choix, hein, c'est la fameuse réalité de la capacité et de cette présomption d'autonomie, même quand on est placé sous un régime de protection assez dur. Donc, il y a il a été et il est encore très facile de ne pas respecter, et sans doute que pour beaucoup ça a été le cas, de ne pas respecter de façon effective cette recherche du consentement, par peur justement de cette responsabilité ou pour accélérer le processus. Et c'est pour ça en fait qu'on avait autant insisté dans cet avis. D'ailleurs, quand vous l'avez lu, cet avis du 18 décembre, vous avez dû voir qu'il y avait à 2 reprises des paragraphes qui avaient été qui étaient ciblés sur les personnes âgées en EHPAD et qui reprenaient justement cette question du consentement par rapport à l'ordre des personnes vers qui il fallait se tourner, hein, pour redire en fait ces règles essentielles, mais qui sont en fait tout simplement, c'est pas de la mauvaise foi, c'est simplement de la méconnaissance des règles juridiques, hein. Donc on s'adresse d'abord à cette personne-là, si vraiment c'est impossible, à la personne de confiance à qui si elle a été désignée, et ensuite au représentant légal et enfin à la famille. Et ces règles de base-là, elles ne sont pas connues, donc elles ne sont pas respectées. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas, sous mesure de protection, bien effectivement, il y a une question de posture professionnelle et là d'éthique aussi professionnelle. Si par exemple je vous dis, bon allez, c'est pour votre bien, je vous vaccine, hein, voire oh, c'est qu'une petite piqûre. La question a été posée et est remontée d'ailleurs au CCNE et je pense aussi à des cellules éthiques de soutien en région sur la vaccination, et c'est l'HAS aussi qui m'en parlait, sur la vaccination contre le gré de personnes en situation de handicap polypathologique, mais qui faisaient des gestes assez expressifs de refus d'être vaccinés. Ça pose quand même des sacrées questions éthiques et juridiques, même si on peut comprendre sur le terrain que la situation n'est pas simple. Il y a Annie Brouillette qui vous spécifie qu'au Québec, le curateur public a donné un consentement général pour autoriser la vaccination de tous les majeurs inaptes. Donc, du point de vue légal, je ne sais pas ce que ça donnerait. Puis, il y a une autre question par rapport au pass sanitaire de Sébastien Abad qui vous dit, est-ce que le pass sanitaire, qu'on connaît aussi sous le nom de passeport vaccinal, hein, ne risque-t-il pas de perdurer malgré une vaccination optimisée? Puisque est-ce que le vaccin est vraiment synonyme de liberté? On en revient toujours à ce terme. Et de recouvrer cette vie normale, ou est-ce une maldonne intellectuelle? Donc, il y a 3 questions en une, disons. Là où c'était proposé ou même adopté déjà, c'est limité dans le temps. Encore, Israël est bien connu comme le pays où ça fonctionne déjà. C'est un laissez-passer pour aller au gym, cancer, etc. Et c'est juste pour 6 mois après la 2e dose de vaccin. Donc, ça n'a jamais été proposé comme une mesure qui sera établie à long terme. En plus, on ne connaît pas la durée de l'immunité encore. Donc, même d'un point de vue sanitaire, ça n'a aucun sens. Mais d'un point de vue de tout le débat sur la discrimination que ça va créer dans la société, même les pays qui ont le plus accepté que c'est une discrimination justifiée ont limité ça pour quelques mois. Donc, je pense que c'est pris presque pour acquis que ça va être temporaire et non pas éternel. Il y a, non, simplement, si on se projette aussi sur l'avenir, je reprends la posture tout à l'heure de Vardit qui imaginait un scénario en prospective.
on pourrait tout à fait imaginer qu'on va, dans les mois qui viennent, se présenter dans les bars et les restaurants une fois qu'ils seront rouverts avec notre appli et le QR code qui nous permet de justifier qu'on est effectivement soit vacciné, donc ça, pour une certaine période, ça sera couvert, soit démontré alors qu'on a un test négatif, voire si on allait jusqu'au bout du raisonnement, imaginez, j'en sais rien, je provoque un peu, mais et quoique, une tente au début de la rue où il y a les bars avec les tests salivaires et on attend un quart d'heure et après on peut rentrer. Donc, c'est en fait, à chaque fois, la phrase des États généraux de la bioéthique, quel monde voulons-nous pour demain, elle me revient toujours en tête parce que je trouve que depuis 2018 où on l'avait utilisée, elle est prise dans un contexte différent, mais elle est plus que jamais d'actualité. Je vais lire ce qu'a écrit Sabine maintenant à l'instant. Je ne peux pas vivre dans ce monde, mais c'est dans le chat. Je ne sais pas si vous avez accès. Il nous reste 8 minutes avant la fin de la masterclass. Donc moi, il y a beaucoup d'autres enjeux aussi qui ont été évoqués. Maintenant, c'est par rapport aux enjeux économiques et internationaux liés à la vaccination. Qui est donc, est-ce que cet aspect justement économique est potentiellement dans un enjeu de pouvoir aussi, d'avoir développé le vaccin, le premier de cette course vaccinale, d'abord industrielle. Puis moi, je rajouterais aussi, puisqu'on le voit bien avec Israël maintenant, qui est devenu l'exemple mondial, il y a aussi le fait d'avoir vacciné sa population et d'avoir bien fait, apporte aussi un certain prestige du point de vue international, d'avoir géré la vaccination comme presque un enjeu de pouvoir au même titre que la course vaccinale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse Vardit répondre parce que sur les questions économiques, nous, enfin, en tout cas au niveau du CCNE, on a appuyé sur l'attention au fait qu'il fallait surtout pas se limiter aux enjeux sanitaires et d'un point de vue épidémiologique et s'ouvrir à tous les autres enjeux, notamment psychosociaux, économiques, etc. Mais c'est vrai que depuis, on ne sait pas, en tout cas, on n'a rien écrit là-dessus. Il faut dire qu'on a été saisi sur plein d'autres choses entre-temps. Neila, je peux te dire que la manière dont c'était vendu à la population israélienne par les décideurs et par les instances de santé publique était « ça va vous permettre de revenir à vos libertés et à la vie économique ». C'était les deux comme termes clés pour promouvoir vous allez finalement être libre d'aller à la piscine, d'aller à la plage, et l'ouverture des restaurants, des musées, etc. Donc, le public était extrêmement enthousiaste sur ces deux bases, ces deux promesses. La question du prestige, je ne sais pas, il y avait aussi beaucoup de critiques. Bon, on ne va pas entrer dans les débats vraiment politiques locaux, mais il faut garder à l'esprit que Pfizer a vendu tous ces millions de vaccins au gouvernement israélien avec la promesse en échange, avoir les données accrues de niveau de taux d'infection dans la population, parce que c'était en effet le premier essai clinique à grande échelle pour voir le niveau de protection donné par le vaccin au niveau populationnel. Et donc, le gouvernement israélien a promis quelque chose en échange, et c'était sans le consentement du public, de pratiquement vendre les données, pas individuelles, bien sûr, oui, pas fiables, mais les données populationnelles de retour à la compagnie. Est-ce qu'il y avait des résistances? Non, parce que c'était vu comme on n'a rien à perdre et on peut en effet contribuer à la connaissance mondiale et donner des bases épidémiologiques importantes pour Pfizer pour pouvoir expliquer la valeur du vaccin aux autres pays. Mais il y avait quand même quelque chose en échange. C'est intéressant. Oui,
Je pense qu'en France, ça ne serait pas imaginable, hein, ça. On est tellement soucieux de protéger nos données que j'ai du mal à l'imaginer. Ouais, ce qui est très intéressant, justement, c'est qu'il y a eu cette transparence, quelque part, pourtant, de dire qu'on va donner, puisque tous les vaccins sont des phases 4, hein, médicalement. Non, Transparence, Vardit dit non. Les politiciens, d'abord, ont dit oui à Pfizer pour sécuriser la santé. Après, le public a commencé de comprendre que ça se passe et donc c'est sorti aux médias et puis ça est devenu transparent. Okay. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est devenu transparent quand il y avait plus de choix. Parce que trop de personnes savaient ce qui se passe. Donc, transparence réelle, ça aurait été d'emblée, avant le fait, de dire oui. c'est ça le deal. Oui. Mais ce n'était pas vraiment comme ça. D'accord. Donc, en plus, je vais aussi resituer parce que Pfizer-BioNTech, donc c'est américano-germanique. Parce qu'il y a on est à 5 minutes avant la fin, donc je veux juste parler des enjeux qu'on n'abordera pas. Les vaccins existants, il y a aussi Sputnik 5 qui est russe, AstraZeneca. On a Moderna qui est américain, mais dont le concepteur est français. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a un enjeu et qui était en France quand il a eu l'idée de Moderna, mais qui est parti aux États-Unis. Donc, il y a une notion aussi de fuite des cerveaux qui a fait beaucoup de débats. Et puis, quel que soit le pays maintenant, d'un point de vue global, je voulais juste rajouter que cette notion de traçabilité des patients qui ont été vaccinés et de cette vigie sanitaire fait que ça engendre une masse de données mondiales, certes. Certaines vont être publiques, mais c'est juste expliquer qu'il y a aussi une notion de traçabilité et d'un risque pour la vie privée de ces patients, pas à titre individuel, mais en termes de banque de données, qui sont des enjeux peut-être qu'on pourra aborder une autre fois, mais il faut avoir conscience de ça. Et les enjeux de pouvoir dans une vision de bioéthique globale, Bryn l'aurait dit s'il était là, sont très importants aussi parce que le fait de développer des vaccins même locaux ou de donner des licences pour développer des vaccins locaux entraîne également des moyens de pression. Donc, des conflits d'intérêts, d'autres problèmes. Et étant à la fin, je vais laisser la parole aux deux conférencières pour conclure. Et je vous remercie vraiment sincèrement pour ce débat. On vous garderait très, très longtemps, je vous le dis, si on avait l'occasion. Mais je vais vous laisser conclure et je vous remercie encore. Je te laisse commencer, Vardit, parce que tout à l'heure, je me suis présentée en premier par ordre alphabétique. On va inverser l'ordre alphabétique. Alors, de nouveau, mes remerciements pour cet événement tellement pertinent. J'aurais aimé répondre à chaque nuance dans chaque question dans le chat, mais on a pas mal publié. Je fais juste la promotion d'un livre qui comporte de douzaines de chapitres sur tous les enjeux éthiques liés et juridiques liés à la COVID, qui s'appelle Vulnérable, qui est disponible gratuitement, dans lequel j'ai un chapitre sur le passeport vaccinal, mais il y a vraiment, c'est un outil génial pour les personnes, les éthiciens cliniques sur le terrain, pour ceux qui enseignent l'éthique de la santé publique. Donc, Néla, peut-être on peut après circuler le lien pour le download gratuit de ce livre. Donc, plusieurs questions qui n'ont pas été répondues, on peut trouver des réponses là-dedans. Merci beaucoup. Eh bien, merci aussi à toutes et à tous et aux organisateurs et donc Neylan notamment. Je vous redis, je pense que je l'avais déjà communiqué, mais qu'avec Sylvie, donc Manon Châtaignier, qui était connectée aussi ce soir, nous avions co-dirigé il y a 2 ans un ouvrage sur Place à l'éthique, point d'exclamation, aux presses de l'EHESP. Alors, on n'abordait pas encore à cette époque la question du vaccin, mais je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à la suite. Et d'ailleurs, notre prochain colloque, c'est sur la question du risque, sur la protection juridique, donc ça fait le lien. Et peut-être pour une dernière petite question, clin d'œil à Nélia pour peut-être la suite de une future masterclass avec d'autres intervenants aussi. Tu parlais de la question des données et de la vie privée. Moi, vraiment, je m'intéresse sur le fait de dire les Français, on est tellement soucieux du respect de notre vie privée, mais est-ce que ça ne va pas être supplanté
par le désir viscéral de retour à une vie normale. Et est-ce qu'on ne va pas accepter, plus qu'avant, c'est de voir nos libertés rognées, justement par rapport à cette aspiration si forte à la liberté. Voilà, je vous laisse méditer. Merci pour cette magnifique phrase. On va bien méditer là-dessus. Je vous remercie encore à tous d'avoir participé et en espérant vous revoir dans quelques mois pour une autre masterclass. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.